Voilà, sans plus tarder, on a tellement de choses à discuter qu'on va commencer notre premier sujet, qui est les indemnités de remplacement de revenus. OK? Oui. Donc, le point 1, on regarde les indemnités à temps partiel, à temps plein, pardon, ça n'a pas vraiment changé. Donc, une personne qui est victime d'un accident, qui a un travail à temps plein, va être payée sur son salaire. Exact. À moins qu'il y ait des séquelles catastrophiques qu'on va revenir et que ce montant-là est plus grand que son salaire du travailleur à temps plein. C'est bien ça? Exactement. Si son salaire est inférieur à la moyenne des travailleurs québécois, à ce moment-là, on va l'upgrader après 1 an. Parce qu'il y a une année où il va être payé sur son salaire ridicule. Là. Dans certains cas, ça va être moins que le salaire minimum. Mais à partir du 13e mois, si ce sont des séquelles de nature catastrophique, il va être indemnisé selon le RHMTQ, là, la moyenne des salaires québécois. J'ai demandé au ministre cette semaine pourquoi 12 mois. Bien, il me dit parce que pendant les 12 premiers mois, il y a un salaire. Ben oui, il y a un salaire de peanuts. Il n'y a presque rien. La plupart des gens n'ont presque rien. Et si c'est quelqu'un, par exemple, qui travaille au salaire minimum ou qui travaille à temps partiel, c'est juste après 1 an de séquelles catastrophiques qui va finalement toucher la moyenne. Mais ils ont mis un délai de 12 mois. Il y a souvent des délais comme ça dans la loi où on dit, bien là, il y a un délai de 6 mois, par exemple, si tu n'as pas d'emploi, avant qu'on te détermine un emploi, etc. Alors, on ne comprend pas trop pourquoi il y a des délais de carence comme ça de 6 mois ou d'1 an dans le cas des séquelles catastrophiques. Je pense que ce sont des choix politiques, purement politiques et économiques. Ils ont tant d'argent, puis ils disent, bien, si on veut rentrer dans notre budget, il faut qu'on mette un délai de 12 mois, comme ça, on va sauver 12 mois de salaire plus élevé, à mon avis. C'est des choix purement politiques. Mais je pense que c'est en espérant, dans le fond, que les gens vont retourner travailler dans un délai d'1 an, donc de ne pas commencer à indemniser sur ce salaire-là. Fait qu'en principe, le temps plein n'a pas vraiment changé. Le temps partiel, quant à lui, je trouve que ça a un effet quelconque parce qu'effectivement, si tu es à temps partiel, les 6 premiers mois, ils vont te payer sur ton salaire au temps partiel. Puis au 6e mois, ils vont te déterminer un emploi au 180e jour selon ton expérience antérieure. OK? Exactement. Donc, disons qu'à ce moment-là, tu as des séquelles catastrophiques. Ça veut dire que 6 mois plus tard, ils vont te redéterminer une nouvelle catégorie ou une nouvelle façon de t'indemniser. Oui, ou ils vont peut-être garder le même emploi avec un salaire plus élevé parce que le salaire moyen, finalement, ce n'est pas un emploi, c'est un salaire moyen, c'est une donnée financière, économique. Alors, est-ce qu'ils vont changer, est-ce qu'ils vont déterminer un nouvel emploi après 12 mois? Je ne pense pas. Je pense qu'ils vont probablement garder les mêmes décisions, sauf qu'ils vont simplement prendre une décision de nature purement financière en augmentant le salaire de l'emploi en question pour l'ajuster au salaire moyen des Québécois. Maintenant, il y a très peu de gens quand même qui vont être admissibles parce que quand on regarde la définition de ce qu'est à la page 26 du projet de loi, la définition de ce que sont des séquelles catastrophiques. Exact, on va y aller justement là. Ben oui, amputation d'un membre inférieur et d'un membre supérieur, séquelles de nature neurologique à 50 même la gravité 4, qui est une séquelle majeure au niveau des TCC, va donner 35 là, on demande 50, donc plus encore. Alors, on demande 85. Il va y avoir, oui, c'est ça. Les séquelles esthétiques, il faut quasiment être brûlé à la grandeur du corps. Alors, vraiment, là, le mot catastrophique est bien choisi parce que je pense que c'est uniquement les cas vraiment extrêmes qui vont pouvoir se qualifier. Et moi, ce que j'ai demandé dans le projet de loi au ministre, c'est d'ajouter peut-être une catégorie de victimes qui seraient admissibles au salaire moyen québécois qui est quand même, actuellement, je pense, c'est entre 35 et 40 000. C'est quand même pas pire comme base. Mais là, il est rendu, honnêtement, là, il est rendu à 53 000. Bon, 53 000, c'est quand même bon. Mais pour accéder à ça, pour avoir les séquelles catastrophiques, ce que j'ai dit au ministre, c'est qu'il devrait ajouter dans la définition des gens qui sont porteurs de séquelles catastrophiques, les gens qui sont inaptes à tout emploi, les gens qui sont déclarés inemployables par la SAC. Par exemple, une victime de 58 ans qui va être déclarée inemployable parce qu'elle a, je ne sais pas moi, 25 d'incapacité dans le dos, puis un TCC, puis une tendinite à l'épaule, on va juger qu'elle est incapable. Peut-être qu'il n'y aura pas 50 d'incapacité neurologique, peut-être qu'il n'y aura pas l'amputation. Mais quand on considère une victime inapte à tout emploi, même un emploi au salaire minimum à temps partiel, ça commence à ressembler à une catastrophe. Et moi, j'ai dit rajouter ça dans les définitions pour que toutes les victimes qui sont jugées inaptes à tout emploi soient considérées comme des victimes
aux séquelles catastrophiques, même si ce n'est pas le pourcentage comme tel, c'est plus la capacité de travail qui serait déterminée. Mais dans l'ordinateur de la SAC, là, tous les invalides se qualifieraient au moins pour aller chercher le 53 000 par année. Je pense que ce serait un acquis. Est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas. Une commission parlementaire, évidemment, c'est demander, vous recevrez, ou peut-être que vous recevrez. Mais en tout cas, ouais. Le principe, c'est de se faire entendre et de proposer des choses au ministre qui, lui, connaît, mais en toute honnêteté, François Bonnardel, son expérience en traumatologie ou en indemnisation dans les régimes publics, il n'y en a pas, là. Alors, il ne faut pas qu'il soit prisonnier des fonctionnaires de la SAC qui sont pour lui probablement les grands penseurs devant l'Éternel, là. Il faut aussi qu'il écoute les gens qui sont sur le terrain comme nous autres, qui vivons ce type de difficultés-là et que les fonctionnaires de la SAC ne connaissent pas véritablement. Donc, la nouvelle notion, c'est vraiment la notion de séquelles catastrophiques. Puis là, on parle d'une espèce de délai de carence d'1 an avant de pouvoir octroyer là, une indemnité en fonction de ça. Mais qu'est-ce qui arrive? Est-ce que je ne sais pas, c'est une question que je me pose, puis peut-être que vous avez la réponse, M. Bellemare, mais on sait que des fois, ça peut prendre 4, 5, 6 ans avant d'évaluer les séquelles de quelqu'un en termes de pourcentage. Et là, on semble référer à cette notion-là pour définir ce qu'est une séquelle catastrophique. Donc, est-ce que c'est possible que ça, justement, pendant des années, on va être indemnisé en tant qu'accidenté sur notre salaire minimum, même si on a des séquelles catastrophiques, mais qui n'ont pas encore été évaluées de façon finale? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être rétroactif? Est-ce qu'on le sait? Bonne question. Ouais, moi, j'ai pensé que ça serait rétroactif parce qu'effectivement, il est très, très rare que les séquelles permanentes de nature anatomique ou fonctionnelle vont être évaluées avant 1 an après l'accident. On constate 1 an, c'est à peu près le délai. Dans certains cas, avec de multiples chirurgies, ça peut être prolongé indéfiniment. Mais de façon générale, c'est 1 an. Mais dans les cas d'amputation, des fois, ils sont consolidés même à l'intérieur de l'année parce qu'une fois que le bras et la jambe est parti, bien là, c'est assez facile de dire les séquelles. Mais il reste que je pense qu'ils vont ajuster rétroactivement à partir du début du 13e mois. Le salaire, ce n'est pas spécifiquement mentionné. Mais si on dit que c'est à partir du 12e mois que le nouveau salaire de 53 000 s'applique, mais je comprends que si les séquelles ne sont pas encore évaluées, il va y avoir un ajustement rétroactif. Est-ce que la personne va devoir vivre avec le faible revenu entre-temps? Ça, c'est un peu dommage. Effectivement, c'est un autre problème. Mais tu sais, l'évaluation des séquelles, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Et dans certains cas, ça se fait 4-5 ans après l'événement. Puis surtout quand c'est des séquelles de type neurologique, là, les 50 de séquelles neurologiques au niveau du cerveau, écoute, là, comme je te dis, gravité 4, c'est quasiment une curatelle. Oui. En termes psychologiques, pour les traumatisés crâniens, c'est 35 d'incapacité. Moi, je me dis, on demande quasiment 50 de plus encore, jusqu'à 50 d'incapacité de type neurologique pour atteindre les séquelles de nature catastrophique. Je trouve que c'est beaucoup exigé. Puis, alors, il y a une définition, évidemment, ils sont allés chercher des cas extrêmes, des cas comme j'en ai pas vu souvent dans ma carrière. Ça fait 42 ans que je travaille au service des victimes, là, puis je me suis demandé, j'en ai eu combien dans 42 ans des gens qui correspondent à la définition des séquelles catastrophiques? Et honnêtement, je pense que je serais dans les doigts des 2 mains, là, mais je ne suis pas sûr que j'irais plus loin que ça. Moi, je considère que j'ai deux accidentés. Je représente Sabrina Mongeon, mais j'aide Sabrina Mongeon. Elle, c'est clair. Tu sais, je veux dire, quand on m'avait demandé mon avis par rapport aux modifications de la loi, c'est elle que j'avais en tête. La jeune de 19 ans frappe un poteau, tombe, sort de l'auto, pile sur un fil électrisé, passe la nuit là, donc est amputée des 4 membres. Ça s'adresse à une personne comme elle parce qu'elle avait un salaire de creve-fin. C'était un emploi temporaire qu'elle avait. Là. Fait que ça s'adresse à elle, pas de problème. Où est-ce que moi, je trouve qu'il y a des difficultés, où est-ce que ça va ouvrir la porte à des litiges, c'est comme l'alinéa 7 où on dit il faut que tu cumules un paquet de d'autres et que tu arrives à au moins 85 %. Ouais. Donc, oui, il y a une partie qui est évidente, donc pour des Sabrina Mongeon comme ça, mais il y en a d'autres où là, c'est sûr que je suis d'accord avec toi que ça va ouvrir des litiges. Et aussi, en règlement, est-ce qu'on va vouloir traverser ce 85 %-là? Oui, puis il y a aussi les résidus successifs là, qui continuent de s'appliquer. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne comprennent pas ce que c'est, c'est que, par exemple, si tu as une séquelle neurologique, 35 gravité 4, séquelle majeure, TCC, avec besoin de surveillance d'encadrement, on va te donner 35 Mais si tu as une autre blessure au dos
qui te donnerait 20 bien, ton 20 on va le calculer sur le 65 qui reste. On va soustraire 35 de 100. Il te reste 65 des capacités, puis on va donner 20 de 65 Fait qu'on diminue tout le temps comme ça, ce qui fait en sorte que le 85 au final, c'est quelque chose d'atteindre 85 en assurance auto. À la CNSST, ça va assez vite parce qu'on additionne des pourcentages, peu importe de quelle nature, ça peut aller jusqu'à 350 Mais à la SAC, 85 là, je vais te dire en affaire, si tu n'es pas mort, tu n'es pas fort, là, parce qu'il ne reste pas grand-chose. Je ne l'avais pas vraiment vu comme ça. Je n'avais pas pensé au calcul résiduel successif comme ça. Et en passant, on a oublié de vous dire que le chat est ouvert. Hein? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Là, on va regarder à travers tout ça. Là. Donc, il est déjà ouvert. Vous pouvez cliquer et poser vos questions. Mais une question qui est pertinente et que j'aurais peut-être dû poser, mais évidemment, dans 10 minutes en commission parlementaire, je vais te dire qu'on n'a pas le temps de dire grand-chose. Après, une fois qu'on a dit bonjour, le temps file. Mais il reste que je me suis demandé, dans les pronostics de la SAC, parce qu'oublie pas que les fonctionnaires de la SAC ont des pronostics, ils ont des prévisions. Ils ne sont pas fous, là. Ils ont fait une définition en fonction d'un budget X. Ils ont 1 milliard à répartir auprès de 24 000 victimes. Au niveau du remplacement de revenus, il y a 750 millions. Ça veut dire qu'il reste 250 millions pour l'ensemble des accidentés, pour l'aide personnelle, les frais funéraires, etc., ainsi que les blessures catastrophiques. Alors, ils ont combien dans leurs prévisions? Ils ont combien de victimes de séquelles catastrophiques à compenser? Moi, je pense qu'ils en ont une couple de centaines. Là. Il ne doit pas en avoir beaucoup. Ça doit être assez rare. Si tu en as vu 2, moi, j'en ai vu peut-être une dizaine. Puis encore là, je ne suis pas sûr que je pourrais toutes les nommer, là. Mais ça veut dire qu'écoute, ils ont mis la barre tellement haute que je pense que ça va toucher très, très peu de personnes. Puis après, comme disait Maître tantôt, ben là, à partir de quand les séquelles, est-ce que ça va avoir un effet rétroactif? Est-ce que ça va s'appliquer à Sabrina, ça? Oui, c'est une bonne question. Est-ce que ça a un effet pour les cas courants ou c'est juste les victimes à partir de l'entrée en vigueur de la loi 22? Là? Non, elle, en principe, si j'ai bien compris les informations que j'ai eues, à partir du moment en juillet 2022, là, elle, à ce moment-là, elle pourrait avoir droit, à partir de juillet 2022, au salaire moyen du Québécois. Là. Mais ce n'est pas rétroactif. Non, mais ça, même si tu as eu l'accident avant le projet de loi, avant la loi qui rentre en vigueur, ça pourrait s'appliquer à... Parce que nos auditeurs, disons, qui nous écoutent, puis ils disent hey, moi, je réponds peut-être à cette définition-là, mais j'ai eu mon accident il y a 3 ans. Toi, Sophie, tu avais l'information comme quoi? L'information que j'ai eue quand, effectivement, ça s'appliquerait à elle, à partir de juillet 2022, ça entre en vigueur, elle débuterait l'indemnisation. Mais il n'y a pas de rétroactivité. Non, je comprends. C'est ce que j'ai compris. J'aurais apprécié quand même une rétroactivité. On aurait pu, justement, c'est tellement peu de monde, on aurait pu rétroagir en 2000. Tu sais, quand même, quand il y a eu un changement sur le barème, ça aurait pu être une date adéquate, là. Mais les gens qui pensent qu'ils sont dans cette situation-là, par contre, vont pouvoir demander une évaluation en fonction de cette nouvelle règle-là. Je comprends bien pour le futur. Bien, c'est parce que c'est encore traite. Mettons, là, les séquelles de Sabrina sont déjà évaluées. Mais tu sais, elle, c'est clair, là, elle est amputée, là, mais je veux dire, pour ceux qui sont déjà évalués et que les séquelles ne sont pas contestées, comment tu fais maintenant pour démontrer que c'était des séquelles catastrophiques? Parce qu'il te manque peut-être 10 ce que tu ne savais pas à l'époque. Fait que je ne sais pas s'il n'y aurait pas moyen de s'assurer d'avoir une réévaluation globale par rapport à tout ça aussi. Les évaluations, les amputations, c'est plus facile parce qu'il y a une amputation, donc il y a une perte nette du membre anatomiquement, mais les pertes fonctionnelles, effectivement, ça va donner, ça va être un bon questionnement, mais la question financière, au fond, on parle de quoi? On parle de sous. On parle d'indemnisation. Puis c'est plate de parler d'argent, mais on n'a pas le choix. C'est une loi d'indemnisation, donc de réparation financière d'un dommage. Et moi, la première observation que j'ai faite au ministre en commission parlementaire, c'est écoutez, vous dites que vous avez un surplus de 4 milliards, vous en retournez 1 milliard aux victimes. Pourquoi 1 milliard sur 4 milliards, alors que ces fonds-là ont été composés de cotisations versées sans trop chigner, là, parce qu'il n'y a personne au Québec qui se plaint que les primes sont trop chères. Là. Alors, les gens ont versé des primes. Vous avez 4 milliards, vous en avez. C'est parce qu'on a donné 2,5 milliards aux automobilistes, puis ça, mais je me suis demandé à un moment donné, est-ce que c'est une loi qui est faite pour les victimes ou qui est faite pour les automobilistes? Est-ce que le système est fait en fonction des préoccupations des automobilistes
ou en fonction des intérêts des victimes. C'est quand même quelque chose, parce que quand la loi est entrée en vigueur en 1978, là, il n'y a personne qui parlait de cotisation. Là. On parlait des victimes, des victimes, des victimes. Madame Payette, on va s'occuper des victimes. Le slogan en 78, pour ceux qui s'en souviennent, c'était « La personne avant toute chose ». C'était ça le slogan de Mme Payette. La personne avant toute chose. On ne parlait pas des automobilistes. Là. On disait, on a des victimes. Ils sont dans la misère, dans l'indigence. On va les aider. Alors là, 4 milliards dans le fond, il en retourne 2,5 aux automobilistes. Ben, s'il avait dit 2 milliards aux automobilistes et 2 milliards aux victimes, ben, on aurait un projet de loi 22 2 fois plus généreux aujourd'hui. Alors que là, on a 1 milliard, je ne sais pas, moi je trouve qu'il y a quelque chose de pervers là-dedans. Puis, en quelque part, encore là, c'est un choix politique, mais il reste qu'on continue de donner 14,5 cents aux victimes de Gaspé qui viennent voir leur orthopédiste à Québec, là. 14,5 cents, alors que les fonctionnaires qui se réunissent dans les comités de la SAC pour savoir ce qu'ils vont faire avec les bienveillantes victimes, là, eux autres, ils ont quoi, 75-80 cents du kilomètre? Bien, tu sais, de base, je pense que c'est 34 cents là, qui est en principe ce qui est reconnu, là, mais, non, mais 43, j'ai 34 ou 43 cents en tête là, du kilomètre. Ah, pour les fonctionnaires? Ouais, oui. Et je pense que c'est plus que ça. Il me semble que c'était 45 cents il y a quelques années. En tout cas, écoute, on s'entend-tu pour dire que les fonctionnaires qui se réunissent pour la SAC pour discuter du sort des victimes reçoivent au moins 2 fois plus de cents par kilomètre que les victimes à qui on donne 14,5 cents. Ce n'est pas des jokes avec le prix de l'essence. Bien, c'est ça. C'est pour ça que dans la section harmonisation des lois, on va aborder tout ça. Là, on va continuer dans l'indemnité de remplacement de revenus. On a fait temps plein, temps partiel, on a fait les séquelles catastrophiques. Et là, il y a 2 autres points qui sont hyper essentiels, donc les étudiants et aussi l'indemnité au-delà de 68 ans. Fait que là, on va aller avec les étudiants. Moi, là, ce qui me fait de la grosse peine, là, c'est que tout le régime entourant les étudiants n'a pas été revu. OK? Parce qu'on prend pour acquis, puis même, je pense que c'est le professeur Gardner aussi, on avait discuté lors de sa présentation, lors des audiences publiques, c'est hier ou avant-hier. Lui aussi était d'accord que la loi n'est pas assez souple en ce qui concerne les étudiants, parce que ce n'est plus les étudiants qui travaillent, qui vont à l'école à temps plein. Puis, en plus, c'est des sessions complètes, par exemple, au secondaire. C'est de l'année complète, alors que même si tu perds 3 mois, donc un trimestre, c'est quand même important. Donc, il disait que ça devait être revu. Je suis d'accord avec lui, tout ce qui est montant forfaitaire là, par rapport aux études. Et ce que je trouve le plus mal appliqué, c'est l'article 32. OK? L'article 32 nous dit, OK, à la fin de tes études, disons que tu devais finir ton secondaire en juin 2022. En juin 2022, pour avoir droit à un salaire, il faut que tu sois capable de continuer tes études et de travailler. Ce n'est pas un « ou », c'est un « et ». Fait que dans les dernières années, là, moi, ce que j'ai trouvé problématique, j'ai des gens qui vont continuer des études, puis la SAC va les payer. Il y a des gens qui vont être capables de travailler, mais la SAC va les payer. Puis des fois, je me fais répondre « Ah, il n'est pas inapte à tout emploi ou pas inapte et de continuer ses études ». Fait que je trouve que cet aspect-là est vraiment mal évalué. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est-tu moi qui ai de la difficulté à cette interprétation-là? C'est tout à fait abusif, l'article 32. Une personne qui n'est pas capable d'étudier, mais qui est capable de livrer de la pizza, mais qui n'est pas capable de finir son cours à Polytechnique ou dans un cours, je ne sais pas, un cours d'électricien, dans un corps de métier, qui est un cours exigeant au plan cognitif, au plan intellectuel. Même si c'est des emplois physiques, il reste qu'il y a beaucoup d'emplois physiques qui demandent quand même de bonnes fonctions intellectuelles, qui demandent une bonne capacité aux études. On va exiger non seulement l'incapacité d'étudier, mais l'incapacité de travailler dans tout emploi, ce qui fait en sorte que c'est à peu près inatteignable, parce qu'il y a même des gens qui sont incapables de travailler, qui sont capables d'étudier quand même dans quelque chose de pas trop compliqué. Alors, c'est à peu près le test le plus exigeant de l'ensemble de la loi, parce qu'on n'impose pas ces exigences-là à aucune autre catégorie de victimes. Moi, je pense qu'il y a une seule façon de régler le problème des étudiants, c'est d'importer dans la loi sur l'assurance automobile les mêmes concepts qu'en droit civil, c'est-à-dire le juge en droit civil, quand tu poursuis, il va dire, tu étais étudiant, je ne sais pas moi, au cégep, en technique infirmière, tu as fait une session, tu as bien réussi, donc je prends pour acquis que si tu n'avais pas eu d'accident, tu serais devenu infirmier ou infirmière au bout de 3 ans
tu aurais eu ton DEC, tu aurais été capable de gagner tel salaire, puis on va t'indemniser sur ce salaire-là. C'est ça qu'il faut faire. Il faut faire une projection. Regardez l'étudiant et dire, ben toi, tu serais devenu médecin. Toi, tu serais devenu électricien. Toi, tu serais devenu informaticien. Toi, tu serais devenu cuisinier. Puis à ce moment-là, on regarde le salaire, on lui donne, on le compense sur le salaire qu'il aurait gagné parce que actuellement, là, c'est vraiment ridicule. Ça fait en sorte que ce sont des étudiants qui vont vivre des séquelles importantes pour qui la vie va être complètement transformée. Ils ne seront jamais capables de réussir le plan de match qui s'était tracé au départ. Puis on va les indemniser pour des peanuts. Puis souvent, après leur consolidation, on va complètement les couper parce qu'ils sont capables d'étudier 2 heures par semaine ou ils sont capables de livrer de la pizza 14 heures par semaine. Tu sais. Alors, on les néglige carrément, mais je ne sais pas où sont les lobbies étudiants. Des fois, je me dis, nous autres, on parle, on est des avocats, là, mais les fédérations étudiantes qui revendiquent beaucoup les prêts et bourses, tout ça, les grands absents, hein, depuis 1978, on ne les a jamais entendus. Et peut-être parce que les étudiants, justement, qui sont victimes de ces injustices-là, sont tellement isolés, puis ils vivent une misère importante, puis ils n'ont pas d'écoute, même peut-être de la part des gens qui devraient porter ces revendications-là dans l'espace public. Là. Parce que c'est vrai, ils sont négligés, puis il n'y a rien dans le projet de loi 22 là-dessus. Là. Il n'y a aucune solution. Ça compte pas. La seule chose qui pourrait les toucher, c'est la même notion de séquelles catastrophiques, mais encore là, ce n'est pas précisé ou comme visé aux étudiants, donc ils ne sont pas vraiment... Nous autres, ce qu'on avait proposé, c'est moi, ce que j'avais proposé là, ici en équipe, quand on avait regardé ça, c'est tous ceux qui ont 25 ans et moins. Parce qu'en principe, tu étudies jusqu'à l'université jusqu'à 25 ans. Fait que si tu n'es pas rendu à l'université à 25 ans, il y a peu de chances que tu y ailles. Fait que tous les jeunes qui étaient indemnisés, qui avaient 25 ans et moins, entre 16 ans et 25 ans, là, bien sûr, qui avaient un accident, moi, je proposais effectivement qu'on donne le salaire moyen du Québécois. Peu importe là, que ce soit des séquelles catastrophiques ou non, parce que c'est des gens qui sont en construction d'avenir. Là, c'est clair, on a déjà de la misère à passer à travers notre adolescence et notre vie de jeune adulte quand on est top shape. Quand on ne l'est pas, c'est encore pire. Mais rien n'a été touché, mais je suis confiante qu'on va nous entendre. Je suis confiante qu'avec justement M. Gardner qui en a parlé aussi, qu'il fallait reviser ça, peut-être avant que le projet de loi soit... qui entre en vigueur, peut-être que ça va être modifié. Moi, j'ai un dossier à la Cour supérieure, un jeune Frenette. On est rendu justement en contestation sur la question du statut d'étudiant. Là. Lui, peut-être qu'il va avoir droit aux séquelles catastrophiques, mais encore, je regarde ça, on va tout faire pour qu'il réussisse, mais là, lui, il tombe vraiment que c'était un jeune qui ont considéré qu'il n'était pas étudiant à cause des petites technicalités. Là. Il y en a qui sont en pause. Mon fils, là, par exemple, là, lui, mon fils a une leucémie. OK? Donc, lui, il est rentré au cégep, il a manqué une session complète. Mais il a repris après lorsque sa condition s'est stabilisée. Mais s'il y avait eu un accident pendant cette session-là, où il n'était pas à l'école, il n'y aurait pas de revenus. Il ne serait pas considéré comme un étudiant. On ne prend pas en considération qu'il était inscrit la session précédente, puis qu'il était probablement pour être inscrit pour la session suivante. C'est ça qui me désole du statut d'étudiant qui n'a pas été revisé. Là. Je pense à ces personnes-là, ces jeunes-là. Oui, exactement. L'autre point, oui. Dans le projet de loi, il y a très peu de choses là-dessus. C'est une des problématiques qu'on a. La loi sur l'assurance automobile, écoute, évidemment, il y a eu une méga consultation publique en 1977 quand Mme Payette était ministre. Après ça, la consultation qui a eu lieu, que j'appellerais, moi, une vraie consultation, a eu lieu en 1987, je sais parce que j'étais là, les 9 et 10 octobre 1987. Et le ministre des Transports, à l'époque, c'était Marc-Yvan Côté. C'est pas d'hier, là. Puis le critique de l'opposition, c'était Jean Garon. OK? Et là, il y a une commission parlementaire sur la loi sur l'assurance automobile. C'est un journaliste qui m'appelle, il dit « Allez-vous être là? » Ben, je dis « Non. » Il dit « Oui. » Il dit « Vous devriez y aller. » Alors, je dis « Oui. Comment ça? » Ben, il dit « Présentez un mémoire, puis allez-y au nom des victimes. » C'est là que j'ai commencé la commission parlementaire en 87. Depuis ce temps-là, on a des petits projets de loi. Comprends-tu? 3-4 articles, ils changent des affaires. Puis là, il y a une espèce de terrain de jeu qui est limité. Tu as 7-8 articles. Puis là, tout le monde se prononce ces mêmes affaires. Il y a tellement d'autres choses qu'on devrait regarder. Alors, c'est ça que j'ai dit au ministre. On peut-tu avoir éventuellement une vraie commission, puis regarder tout ce qui ne marche pas dans cette loi-là, puis ce qui marche, puis essayer de voir, de revisiter un peu tous les concepts d'assurance automobile au Québec.
depuis 78, là, je te dis, ça fait 87, ça fait 35 ans. La dernière consultation générale là-dessus, puis il y avait 9 mémoires présentées à l'époque, puis il y avait l'Association des carrossiers, puis il y avait les taxis, puis moi, je parlais pour les victimes, puis il me regardait de travers, le ministre, c'est comme s'il n'y avait rien à dire sur les victimes. Mais non, les victimes, ils ont tout ce qu'ils veulent. Là, j'ai expliqué que ça ne marchait pas, sa loi, tu sais. Mais là, le projet de loi 22, c'est quand même une petite affaire, tu sais. Oui, c'est pas assez. Je me serais attendu à un peu plus. Là. Il y a plein de choses qui pourraient être modifiées. Là. C'est comme pour là, ça que la plupart des intervenants ont touché d'autres questions. Comprends-tu? Il ne faut pas se limiter à ce qui est écrit dans le projet de loi puis juste commenter virgule, mais il faut aussi faire comprendre au ministre qu'il y a beaucoup de domaines qui mériteraient d'être analysés et qui n'ont pas fait l'objet d'articles dans le projet de loi, mais qui sont, dans certains cas, encore plus importants, comme tout ce qui touche les étudiants. Il n'y a presque rien dans le projet de loi, mais il y aurait matière à recevoir beaucoup de gens qui seraient intéressés à s'exprimer sur le statut, là. Moi, je pense que c'est un consensus dans les gens qui représentent les accidentés, qui les aident, que le statut d'étudiant devrait être revisité aussi. Les autres, à la limite, je veux dire, ça reste raisonnable, là, mais la seule affaire que je ne trouve pas raisonnable, c'est la grille repère. Pour déterminer les emplois. Là, je veux dire, à moins que tu sois abonné à Grix, là, OK? Comment tu as accès à ta grille repère pour déterminer des salaires? Toi, Marc, pour aller déterminer des salaires puis avoir accès, toi, tu procèdes comment? C'est-tu public ou il faut que tu sois abonné à repère? Je suis abonné à repère. Moi, j'ai une banque, là, puis on va chercher ça. Puis, à un moment donné, j'ai quelqu'un chez nous je demande ça aux filles au bureau, sors-moi cuisinier, sors-moi électricien, puis ils me sortent ça. Mais effectivement, on paye quelque chose pour ça. C'est pas disponible. C'est ça. Alors, c'est encore là, c'est pas simple. Il faut que tu consultes, il faut que tu payes quelqu'un pour te donner ça. Puis, je ne suis pas sûr. Puis, tu as remarqué que souvent, quand les fonctionnaires, les agents d'indemnisation de réadaptation envoient un extrait de repère, souvent, ils donnent juste la première page, comprends-tu? On n'a pas les exigences physiques, on n'a pas la scolarité, rien que la première page. Alors, écoute, en tout cas, ils travaillent pour eux autres. Hein? Bien, tu vois, ça aurait pu être effectivement une belle discussion par rapport à tout ça. Et là, on va aller à la partie la plus chaude, là, que tout le monde discute, c'est l'indemnité de remplacement de revenus au-delà de 68 ans. Je dis 65, 66, 67, 68. Fait qu'on connaît la règle de base. En principe, la loi dit que tu es payé plein salaire ou le salaire de ta rente résiduelle jusqu'à 65 ans. Ça diminue de 25 à chaque année pour s'éteindre à 68. C'est ça, la règle de base. Et là, le nouveau projet de loi, il dit quoi? Bon, le nouveau projet de loi dit qu'à partir de 68 ans, parce que là, actuellement, il n'y a plus d'indemnité de remplacement de revenus, donc à partir de 68 ans, on va verser, le gouvernement, la SAC va verser aux accidentés jusqu'à leur décès une rente, une indemnité aux 2 semaines, j'imagine, qui va être payée en fonction d'un calcul savant, c'est-à-dire qu'ils vont prendre la dernière, parce qu'à partir de 65 ans, actuellement, ça baisse de 25 par année. Fait qu'ils vont prendre le montant, le 25 qui te reste à 67 ans, j'imagine. Puis là, ils vont te donner 40 de ça, mais uniquement si tu as bénéficié de la SAC pendant les 40 dernières années. Parce que si tu as bénéficié de la SAC pendant les 5 dernières années, ils vont réduire le montant. Ça ne sera pas 40 ça va être moins. Fait que ça veut dire que finalement, les seules victimes qui vont bénéficier de 40 de l'indemnité de remplacement de revenus qui vont retirer à 67 ans, donc le minimum, c'est celles qui vont avoir été sur la SAC pendant 40 ans. Les autres vont toutes avoir moins. Alors moi, ça me fait dire que d'abord, c'est un calcul monstrueux, puis moi, je suis contre les calculs, je suis contre les technicalités, je suis contre les formules avec les pourcentages, puis le nombre de jours. Je suis contre ça parce que c'est compliqué. Puis tout ce qui est compliqué, moi, ça m'horripile parce que même des avocats ont de la misère à s'y retrouver. C'est une loi d'indemnisation, c'est une loi sociale, c'est une loi pour les victimes. Puis là, on arrive avec une formule ni queue ni tête, avec des calculs de jours jusqu'à 14 000, puis là, Là, j'ai dit au ministre, vous allez avoir des contestations, ça va être une avalanche. Pourquoi? Parce que les gens ne comprendront pas. Puis quand les gens ne comprennent pas, on leur dit même dans nos bureaux, là, quand vous ne comprenez pas, contestez, prenez pas de chance. Oui. Parce que peut-être qu'après, vous allez avoir compris, puis le délai va être épuisé. Alors, c'est une formule complexe. Ça va donner des indemnités de remplacement de revenus qui vont être, à mon avis, relativement minimes, réparties sur un certain nombre d'années, peut-être de décennies. Et ça ne changera pas véritablement, à mon avis, le pouvoir d'achat des victimes
leur capacité financière de payer tout ce qu'on doit payer à 68 ans. Et moi, ce que j'ai dit au ministre, j'ai dit plutôt que de faire ça, là, pourquoi vous ne versez pas un forfait aux victimes? Un forfait. Parce qu'en 85, ça me rappelait qu'en 85, quand la loi sur les accidents du travail qu'on a actuellement a été adoptée, il y a eu un blitz de capitalisation. C'est-à-dire qu'on disait aux victimes, on va vous payer à vie votre indemnité ou bien non, vous allez pouvoir capitaliser, être payé un peu plus jusqu'à 65 ans ou à 65 ans, obtenir un montant global qui va vous permettre de gérer votre avenir comme vous le voudrez. Vous n'êtes pas des imbéciles, vous avez un accident, vous êtes capable de calculer, vous êtes capable de prendre un petit pécule de 35 000 à 40 000 et faire quelque chose avec ça. Moi, c'est ce que j'ai proposé au ministre. J'ai dit, vous pouvez faire une grille qui va permettre aux victimes à 68 ans de recevoir un montant global qui serait, parce que j'ai lu dans les médias que c'était les victimes allaient recevoir entre 10 et 80 000. J'ai dit, ça va faire à peu près 40 000 de moyenne. Une personne âgée de 68 ans qui reçoit 40 000 elle va budgéter, elle va être capable de gérer ses affaires comme il faut, puis ça ne sera pas 18 piastres aux 2 semaines ou, je ne sais pas, moi, 56 piastres aux 2 semaines, parce que moi, j'ai peur que, dans le fond, avec sa formule, les montants vont être tellement faibles que j'ai bien peur que la pauvreté significative dans laquelle se retrouvent les victimes à 68 ans demeure. Comprends-tu? C'est qu'il y ait des sommes qui ne soient pas suffisantes pour vraiment permettre à la personne âgée de payer tout ce qu'elle doit payer puis de sortir de la pauvreté. Mais de toute façon, là, cette petite rente-là là, qu'ils vont recevoir, là, ça va amputer leur rente au niveau fédéral. Tu sais, tu peux avoir une rente supplémentaire quand tu es. Comment elle s'appelle encore cette rente-là? C'est le supplément garanti pour ceux qui ont des faibles revenus. Fait que ça va juste, dans le fond, atteindre ce supplément-là qui va être amputé de la petite rente qu'ils vont recevoir de la SAC. Fait que c'est pas plus avantageux comme tel, là. Oui, c'est ça. Puis les victimes, il ne faut jamais oublier que les victimes, dès que tu es victime d'un accident de la route au Québec, tu es appauvri. Il n'y a pas une victime qui s'enrichit. Ça n'existe pas, là. Tout le monde s'appauvrit. D'abord, tu es payé le 8e jour après l'accident, minimalement, des fois 6 mois après. En plus de ça, on paye 90 du net et non pas 100 Puis, il y a les médicaments, on te les paye des fois, on ne te les paye pas. On ne paye pas tes frais de déplacement. Alors, ça veut dire que la personne à 68 ans, elle va être obligée de payer un certain nombre de choses du fait qu'elle est accidentée de la route. Même si elle va voir son médecin, elle ne sera jamais payé complètement pour les frais de déplacement. Les médicaments, puis des fois, les gens s'écœurent, puis sont tellement tannés de faire affaire avec la paperasse de la SAC qu'ils décident de payer eux-mêmes leurs médicaments. Alors, tout ça fait en sorte qu'il y a des coûts à être victime d'accident d'auto. Tu es obligé de payer quelqu'un pour faire ton ménage, par exemple, puis tu n'as pas d'aide personnelle ou tu n'en as pas suffisamment pour payer ce que ça coûte vraiment. Alors, il faut donner plus que 50 piastres par semaine. Tu sais, je ne sais pas. Là. Moi, la nouveauté, moi, je pense que ça va être minime, l'indemnité après 68 ans. C'est un leurre. Il a fait une grosse pub autour de ça, puis il y a eu un lancement médiatique d'une qualité exceptionnelle. Puis j'ai même dit au ministre, j'ai dit, franchement, vous avez scoré dans les médias. Tout le monde est content, tout le monde pense qu'il y aura des millions après 68 ans, mais quand tu regardes la formule, là, c'est pas tout ce qui va arriver. C'est ça. Donc, la nouveauté, c'est que, dans le fond, les gens, qui est proposé dans le projet de loi, c'est que les gens vont continuer de recevoir une indemnité probablement encore moindre que ce qu'ils recevaient jusqu'à 68 ans. Là, ils vont recevoir ça jusqu'au décès. Est-ce qu'on sait si ça s'applique? Mettons, moi, il y a un auditeur qui nous écoute qui a 69 ans là, en ce moment. Est-ce que ça s'applique à lui aussi à partir de l'entrée en vigueur de la loi, si elle reste telle quelle? Est-ce qu'on le sait, ça? Oui, je pense qu'ils vont faire le calcul. Là, on nous a dit que ça allait être ajusté au cours de l'été, vraisemblablement en juillet. Je pense qu'il va faire des gros efforts pour que ça se règle avant l'élection. Il y a des échéances électorales aussi. Alors, j'imagine qu'il va mettre un peu de pression pour que les calculs se fassent avant l'automne. Mais oui, puis il ne faut pas oublier aussi qu'il va y avoir un rétro. C'est ça, à 90, hein? Depuis 1990, en autant que tu as été accidenté après 90. Parce que si tu as été accidenté après, je ne sais pas moi, si tu es accidenté en 2016, ça ne sera pas un gros rétro. Là. Puis il faut que tu aies eu 68 ans après 90 aussi. Il faut que tu aies eu de l'argent aussi à tes 64 ans. Fait que moi, ce que ça me fait dire, c'est que les règlements en recours, là, où est-ce qu'on va vouloir couper, là, puis pas de rente à 63 ans, là, ça aussi, ça va être...
Ça va être le quotidien vous voyez, aussi. Il y a quelques questions, puis Mme Bellemare, vous l'aviez dit, là, que c'était compliqué. Puis il y a Nathalie qui dit, pouvez-vous donner un exemple? Une personne qui reçoit 40 000. Il y a Chris qui dit, si j'ai bien compris, une personne qui reçoit 40 000 par année va finalement recevoir à 68 ans 4 000 par année. Non, ce n'est pas ça nécessairement. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une formule compliquée que même nous, on ne peut pas là, analyser ou comprendre rapidement, puis on ne peut pas vous donner des réponses vite comme ça. Là. C'est ça le problème. On fait un petit calcul simple. Là. Maître Laporte m'avait fait un, j'en ai un, Maître Bellemare, que Maître Laporte avait fait. Puis il y a eu un petit imbroglio avec lui puis le ministre parce qu'il n'était pas du même avis. Fait que déjà, en partant, là, ça montre que ce n'est pas clair. Là. Dans le fond, c'est 40 fois le montant que vous receviez à 67 ans. Donc, Maître Laporte avait dit, si tu recevais une rente de 1 000 aux 2 semaines à tes 64 ans, rendu à 67 est rendu à 250 $. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Oui. Donc, lui, il avait fait un calcul de 40 de ça, puis il avait placé un temps moyen là, d'arrêt, puis il dit ça va donner 25 $ par 2 semaines. C'est ridicule. Les gens vont être insultés, ils vont retourner leur chèque. Puis, l'autre côté, dans le fond, il y avait une autre proposition, puis j'aimerais savoir votre opinion là-dessus. Puis, sais-tu quoi? Moi, ça me conviendrait à la place. Ce que les gens reçoivent à 67 ans continue d'être versé à leur vie durant. Donc, le fameux 1 000 là, qui est rendu 250 $ aux 2 semaines à 67 ans, c'est ça qui devrait être continué. Tu n'as pas de calcul, c'est ce que tu recevais. Oui. Je pense que c'est plus juste. Je serais d'accord avec ça. Moi, je te le dis, là, simplicité. Moi, là, les gens qui viennent nous consulter sont des gens souvent qui sont assez instruits. Ils ont un cégep une année ou deux, ou ils ont une bonne tête. Puis, ils ne comprennent pas comment les séquelles sont calculées, ils ne comprennent pas comment le salaire est calculé. Ils lisent les lettres de la SAC, c'est un jargon à pu finir avec des mots compliqués, un vocabulaire particulier qui n'est pas accessible au commun des mortels. Là, on arrive avec une formule de calcul qui n'a pas d'allure, qui est complètement inédite, qui est complètement nouvelle, et ça va créer beaucoup d'insatisfaction, puis ça va donner des résultats, à ma foi, des résultats très décevants. Alors oui, on pourrait prolonger l'indemnité. C'est une façon correcte. Ça veut dire que ton chèque est réduit, tu vas avoir ton 250 à 67 ans, mais au moins tu vas le garder jusqu'à ton décès. C'est pas fou, calculez-le. S'il manque de l'argent dans la caisse, ça coûte 1,5 milliard pour satisfaire ça. Mais il y a juste à s'organiser pour l'avoir, le 1,5 milliard. Puis, qu'est-ce que je te dis? Il a fait 4 milliards l'année passée. Il ne viendra pas nous faire broyer. Là. Il donne 25 % du surplus aux accidentés. Alors, s'il y a un ajustement à faire, il trouvera les fonds ailleurs. Puis, si l'année passée, ils avaient été 4 milliards de surplus, je suis pas mal sûr que cette année, ça va être la même affaire. On est capable d'augmenter les permis là, de façon temporaire pour tenir compte là, de ce qui se passe. C'est comme des assurances. Si j'ai plus d'accidents d'auto, mes assurances de dommages matériels vont augmenter. Fait que c'est ça, c'est une façon aussi de jouer avec les permis. C'est ça que moi, quand j'ai vu qu'on avait réduit le prix du permis, je me suis dit non, pourquoi qu'on indemnise pas mieux les travailleurs, les accidentés? Déjà, on ne paye pas si cher que ça pour notre permis de conduire. Oui. Donc, voilà, fait que ça compléterait en ce qui concerne l'indemnité de remplacement de revenus.